Vous êtes juif? Ouais. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, bienvenue dans Ça change tout, l'émission que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Aujourd'hui, dans ce magazine consacré à l'identité et à la culture juive, nous avons décidé de rediffuser un certain nombre de sujets que nous avions déjà diffusés dans cette émission. Dans quelques minutes, nous retrouverons Laurent Munich, au sujet d'un des derniers sites sortis de la constellation Academ. Le site s'appelle Unipop, comme Université Populaire. Raya Del Vecchio est la traductrice d'une très belle bande dessinée israélienne, Tzav 8, nous en parlerons avec elle. Après les titres des informations, c'est Alain Grana, le directeur du site Jupop, que nous retrouverons au sujet du livre qu'il signe et qui s'appelle « Comment savoir si vous êtes juif ». Enfin, Olivier Delassalle est auteur de bande dessinée. Il signe une très jolie BD sur l'identité juive. Ça s'appelle « L'Odyssée du microscopique ». Nous en parlerons avec lui. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30, ça change tout, c'est une émission de rencontres, mais aussi de musique.
Laurent Munich, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de la radio juive dans Ça change tout. Vous êtes le directeur d'Academ, ce site dont on parle si souvent dans notre émission. Et une fois de plus, vous nous étonnez en vous lançant dans une nouvelle aventure. Exact. On aime bien innover ou en tout cas exploiter les ressources que ce qu'on appelle les nouvelles technologies nous réservent. Et là, l'aventure, elle est quelque part dans la continuité d'Academ, si je puis dire. Academ, c'est un peu ce qu'on appelle l'éducation informelle, c'est-à-dire je viens, je m'intéresse à un sujet, je reçois la newsletter, tiens, il y a un truc qui m'intéresse, j'y vais, je regarde et j'apprends au hasard un petit peu des opportunités. Là, on s'est dit qu'il y avait certainement le besoin et la possibilité de structurer un enseignement, d'être plus rigoureux avec un cursus, des matières, un suivi comme à la fac, un suivi cours après cours, année après année. Et donc on s'est rapproché d'un professeur qui est dans la communauté, brillant, qui s'appelle Shmuel Trigano, qui a créé une université qui s'appelle l'Université populaire du judaïsme, et Academ, en partenariat avec l'Université populaire du judaïsme, propose désormais en ligne, directement, de chez soi, sur son ordinateur, de suivre des cours comme si on était à la fac. Et on a commencé, c'est donc l'année de lancement, on a commencé par 6 cursus différents pour que l'on propose. Et chaque cursus fait environ une 20-25 heures d'enseignement. Donc on comprenne bien, cette première université juive en ligne, sous la direction donc du professeur Shmuel Trigano, elle a donc des grands sujets, hein, la Bible, le Midrash, la Kabbale, le Talmud, la philosophie et l'herméneutique. Sur ces 4 grands sujets, il y a les meilleurs intervenants, comme toujours d'ailleurs sur Academ. La question est, est-ce que ce sont des cours qui sont filmés ou est-ce que c'est vraiment spécifiquement directement enregistré pour être sur le net ? Alors, ce sont des cours qui sont donnés dans le réel quand on a la chance ou la malchance, hein, à vous de choisir, d'être parisien. Vous connaissez ma réponse déjà ? Oui, je connais votre réponse de Marseillais, mais je la partage d'une certaine manière. Soyons sérieux. Oui, on peut assister aux cours dans le réel, mais il faut être disponible, il faut pouvoir se rendre une fois par semaine, tous les soirs, au centre de la rue de l'Éperon où se passe l'enseignement. On n'est pas forcément disponible, on a d'autres obligations, donc les caméras d'Academ sont là, filment ces cours et rajoutent toute une série d'outils pédagogiques, on va y revenir dans un instant, et les mettent à disposition en ligne. Ce qui caractérise cet enseignement, Shmuel Trigano, c'est un pur produit de l'université française. Et les enseignants qui sont tous réunis là sont eux aussi pour l'essentiel des purs produits de l'université et de l'esprit académique cartésien français. Et ça, je pense que c'est très important parce que il y a toutes sortes heureusement, grâce à Dieu, il y a une floraison d'enseignements aujourd'hui de pensée juive, mais parfois c'est dans le cadre d'un centre communautaire, parfois c'est dans le cadre d'un mouvement de jeunesse, parfois ça va être dans le cadre d'une yeshiva, et à chaque fois il y a une espèce de parti pris, si je puis dire, dans la façon de présenter, d'argumenter, d'enseigner. Là, le parti pris, c'est un parti pris universitaire avec la rigueur que cela implique, avec le fait qu'il y a une progression, qu'on bâtit progressivement, c'est le sens du mot cursus, on suit le cours d'un enseignement et on amène l'étudiant d'un point A du savoir à un point B de la connaissance avec une progression pédagogique logique. Et c'est ça qui fait aussi la spécificité de l'enseignement de Shmuel Trigano, en plus du fait que, oui, effectivement, il a bâti son programme d'enseignement sur les fondamentaux, ce qu'il appelle les humanités, au sens où on parlait des humanités universitaires, les fondamentaux du judaïsme. Il y a des cours de Bible, de Midrash, de Talmud, de Kabbale,
Et c'est au terme de philosophie, bien sûr, voire d'herméneutique, et au terme de cet enseignement, on pense que l'étudiant, il aura progressé, il sera prêt à attaquer une deuxième année, voire une troisième année d'études dans les domaines qu'il aura choisis. Et puis il y a, Laurent Munich, pour cette première université juive en ligne, la valeur ajoutée d'Academ, ces fameux outils que vous mettez à disposition. Quand on écoute, on peut aussi se référer à un certain nombre d'outils pédagogiques. Voilà, alors ça c'est le plus que nous offrent les outils numériques modernes, c'est que en plus du cours qui est enseigné et enregistré et mis à disposition, d'abord, ça paraît évident, mais c'est pas inutile de le dire, ce qu'on appelle dans notre jargon la réitération. La réitération, c'est j'ai mal compris, j'ai pas été attentif, en fait je me rends compte après coup que je ne me suis pas suffisamment concentré, je vais réécouter le cours, chose qu'on ne fait pas par définition dans le réel. Là on peut le réécouter et bien comprendre les concepts. Et on propose un outil d'évaluation. Alors, ça s'apparente un petit peu à un quiz. Il y a quelques questions sur les enseignements qui ont été dispensés pendant ce cours, et il y a des réponses possibles. C'est ce qu'on appelle un QCM à l'université, questions à choix multiples. Et si on a mal répondu, d'ailleurs si on a bien répondu aussi, on offre la possibilité à l'étudiant de revenir très exactement à l'endroit du cours, dans le développement de la vidéo, à l'endroit du cours où le sujet est traité. Donc j'ai la réponse en direct dans l'enseignement du professeur. Ça c'est l'un des outils qu'on a mis à disposition. Il y a bien sûr toutes sortes d'outils. Il y a des bibliographies, les documents de travail pour pouvoir progresser. Et nous allons également, dans un avenir proche, organiser des sessions en live, c'est-à-dire que les étudiants inscrits et leurs professeurs se retrouveront pour des visioconférences sur Internet, de manière à faire le point, à échanger, à s'assurer que les connaissances ont bien été acquises. Quelle magnifique aventure vous nous proposez, en tout cas, avec cette première université juive en ligne, donc sous la direction du professeur Shmuel Trigano, une initiative donc unie Popu et Academ. Et là, franchement, vous passez encore un cap dans les propositions que vous faites. Voilà, et on n'a plus aucune excuse pour ne pas étudier, donc retour sur les bancs de la fac, mais depuis chez soi. C'est formidable. Merci beaucoup, Laurent Munich, d'avoir été avec nous. Colto à tous les amis marseillais. Au revoir. Ça change tout. Blue Valentine all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a whirlwind is out for my rest. Baby, you got me checking in my rearview mirror. That's why I'm always on the run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here to send me blue Valentines, like half-forgotten dreams, like a pebble in my shoe as I walk these streets, and the ghost of your memory, baby, it's a thistle in the kiss. It's the burglar that can break a rose's neck. It's the tattooed, broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back.
un magnifique album israélien aux éditions Ça et Là. Ça s'appelle Tzav 8. Pour en parler, Raya Del Vecchio, bonjour. Bonjour. Vous avez assuré la traduction de cet album de Gilad Sheliktar. Un album, un roman graphique, pour être plus précis, extrêmement intime. Absolument, un roman graphique autobiographique, parce qu'il parle de l'expérience à l'armée de l'auteur, enfin de son expérience personnelle en tant que réserviste. Et là, je crois qu'il faut peut-être commencer par le titre, expliquer le titre. Voilà. Donc, ce Tzav 8, c'est quoi? Voilà. Donc le fameux Tzav 8, Tzav Shmoné en hébreu, c'est donc l'ordre de mobilisation qui est distribué aux réservistes et avec lequel ils doivent se présenter en cas d'urgence et avec lequel ils doivent se présenter immédiatement à l'armée pour être mobilisés. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, tous les Israéliens font l'armée, enfin en tout cas la très grande majorité, et que après leur démobilisation des 3 ans d'armée pour les hommes et 2 ans pour les femmes, ils continuent à être réservistes pendant des années et des années. D'abord quelques mois par an ou quelques semaines par an, et puis évidemment en cas de conflit. Oui, voilà, absolument. Et donc ce qui est intéressant par rapport au titre, toujours, c'est que en hébreu, en fait, le titre, donc le roman graphique Sefer n'a pas été édité en Israël. Sa première édition est française, et donc la première édition est la traduction française. En fait, il existe bien sûr en hébreu, mais pas sous forme de BD. De livres palpables, oui. Et en fait, en hébreu, le titre hébraïque s'appelle Slekter. Et en fait, comme en hébreu, on n'écrit pas les voyelles, en fait, c'était la manière qu'on avait d'appeler l'auteur Gilad Sheliktar à l'armée. Tout le monde l'appelait Slekter. Et voilà. Donc c'est c'est un clin d'œil à ce nom qu'il avait à l'armée, qui n'était pas lui en fait, cette déformation de son nom, et qui était en fait pas lui, et en fait ça parle exactement du fait qu'il a jamais pu trouver sa place à l'armée. C'est exactement voilà. le cœur de cet album qui raconte, comme les albums précédents de cet auteur d'ailleurs, des choses extrêmement personnelles. Là, au fond, il s'agit très peu d'armée, en tout cas certainement pas d'histoire géopolitique et politique, de conflits. Il s'agit d'un homme pris dans un ensemble bien plus grand qu'est l'armée, dans une logique évidemment beaucoup plus commune, et comment lui essaye de trouver. L'album n'arrête pas de faire un aller-retour entre aujourd'hui sa période de réserve, où il est obligé d'aller délivrer donc des ordres de recrutement à des gens qu'on n'arrive pas à joindre au téléphone ou par mail. Donc il y a cette espèce de road movie, d'aller d'un à l'autre, d'une porte à l'autre, d'une famille à l'autre, pour délivrer ce fameux Tzav 8, et en même temps un aller-retour avec sa propre histoire et sa propre armée. Absolument, un aller-retour et des flashbacks justement dans le temps, et dans ce sens cette BD fonctionne un peu comme un film. Déjà le début, je pense qu'elle est très influencée, elle est très influencée par le cinéma, et elle commence même par une sorte de prologue avec les images qui précèdent la parole ou le texte, et puis ensuite avec ce retour dans la mémoire de l'auteur dans ces années. Donc le livre commence en 2012 lors d'une opération terrestre à Gaza, pilier de la défense, où l'auteur est rappelé justement alors qu'il a aucune envie d'être rappelé par l'armée. Et la situation absurde justement, c'est que c'est lui qui est donc tiré de son sommeil la nuit pour aller immédiatement se présenter à l'armée. On lui demande, comme il a un peu aucune fonction bien précise, on lui demande d'aller lui-même, comme vous disiez, rechercher tous les réservistes qui se sont pas présentés, qui font les morts, ou qui, pour une raison ou une autre, font semblant de pas avoir reçu leur Tzav 8. Et donc c'est une situation complètement paradoxale, parce que c'est ce qu'on lui demande de faire. Il est très réticent, il essaye de se défiler comme il avait déjà essayé de se défiler à l'armée quand il était jeune.
soldats. Ouais. Et jeunes soldats. Et donc voilà, donc il doit aller à la poursuite de ces gens avec qui il s'identifie beaucoup plus qu'avec l'armée et les rappeler à l'ordre et puis d'une manière à sa manière à lui assez maladroite, alors que lui il est un peu dans d'autres sphères. C'est l'histoire d'un décalé en fait. C'est l'histoire d'un décalé. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une histoire autobiographique. Gilad Seligtar donc qui raconte sa propre histoire d'illustrateur aujourd'hui appelé à l'armée. Donc évidemment il y a beaucoup de choses qui tournent autour du dessin et de comment lui-même pendant ces périodes de réserve, pendant ces périodes de garde ou de sentinelle, dessine ses compagnons d'armes. Vous y avez aussi allusion à la technique du cinéma utilisée sur cet album, les flashbacks et notamment une utilisation de couleurs graphiques différentes. Il faut savoir que c'est un dessin vraiment très très fin, très épuré qu'utilise l'auteur, avec juste une mise en couleur de grands aplats, bleu pour certaines périodes, ocre pour d'autres. Oui, exactement, et qui aide en fait le lecteur à voyager avec lui dans le temps et dans l'espace, et qui en effet chaque période, chaque chapitre et chaque période de sa vie est associé à une couleur et à une teinte en fait particulière, et c'est dans des périodes plus ou moins sombres ou plus ou moins joyeuses jusqu'à ce qu'il trouve enfin sa place, et que en fait sa place, il se sent à sa place qu'en dessinant, et il sera même rattrapé, enfin même rattrapé dans sa vie plus tard justement par ses dessins qu'il faisait à l'armée. D'une manière peut-être qu'on n'est pas obligé de dévoiler ici. Mais non, enfin, voilà. on va laisser évidemment nos auditeurs découvrir la fin de l'album et tout ce chemin. Alors, il fait un chemin physique avec cette espèce de bus où il va d'un endroit à l'autre. Et puis évidemment, il fait un chemin sur sa propre histoire et dans sa propre mémoire. Reia Del Vecchio, on le sait, traduire, c'est aussi réécrire, ou en tout cas il y a une sorte d'interprétation. Est-ce que le travail que vous avez fait avec l'auteur pour traduire en français cet album a été une collaboration étroite? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières? Les difficultés particulières, c'était peut-être sur le titre, savoir en fait qu'est-ce qu'évoquait ce titre pour un public français, parce que ça veut rien dire en fait. Ça veut 8, mais enfin ça peut intriguer, mais ça n'a aucune connotation comme en Israël. C'est pas du tout stressant de parler de Tzavit en français. Et donc on a eu des échanges avec l'auteur, et puis c'est là que je me doutais que c'était autobiographique, mais donc c'est là qu'il m'a expliqué aussi que c'était autobiographique, qu'il avait enfin voilà, qu'il avait Vous aviez déjà travaillé avec cet auteur, puisque vous aviez déjà traduit il y a quelques années un autre roman graphique qui s'appelle Les démons de Mongol. Les démons de Mongol aux éditions Atrabile. Une édition suisse. C'est une édition suisse un éditeur suisse de Genève, et c'est un livre un peu à part peut-être dans toujours très intimiste, toujours son monde intérieur qui est assez riche et qui déborde sur l'extérieur, et oui, enfin voilà, je sais plus ce que je veux dire. En tout cas, un travail de collaboration avec cet auteur. Il avait déjà aussi édité en France un album qui avait été très remarqué. L'album s'appelle Ferme 54, et il avait co-signé cet album avec sa sœur, là aussi sur des souvenirs d'enfance. Un travail là aussi sur le rêve, l'intimité, parce que c'est probablement ce qui caractérise le travail de cet auteur, c'est-à-dire quelque chose entre le souvenir, presque parfois poussé jusqu'à quelque chose de surréaliste. On est parfois comme dans un rêve, on ne sait pas vraiment. Oui, exactement. On est comme, il y a toute une dimension poétique aussi. On vogue un peu entre le rêve et la réalité. Et puis aussi, c'est justement le traumatisme de l'auteur qui est, qu'est-ce que ça veut dire que d'être artiste dans un pays en guerre, et on est forcément, même si on parle donc d'une certaine bulle, ou qu'on parle même de Tel Aviv comme d'une bulle,
c'est ça, on est forcément rattrapé, même si on veut éviter la question et qu'on veut qu'il veut se consacrer à sa vie intime, l'extérieur vient vient forcément l'envahir et le rappeler à la réalité. Et, ce qui est au cœur de cet album, en fait, c'est la place de l'individu dans un ensemble plus grand. Et alors, évidemment, c'est un système qui marche avec l'armée de tous les pays, mais sur Israël, on lui reproche de ne pas être un grand guerrier, un grand soldat, d'avoir aimé manier les armes, etc., etc. Comment un destin personnel peut trouver sa place dans une aventure plus collective? Oui, c'est exactement ça, parce qu'il répond pas à l'ambition de ses parents et de la société israélienne pendant longtemps, pour qui si on n'avait pas un profil très élevé, comme ils disent à l'armée, si on n'était pas dans les unités combattantes, on s'en sortait tout simplement pas. On était tout simplement un raté, un loser, et lui, en fait, il revendique sa place de loser par rapport à ce système qui le dépasse complètement et qui dépasse finalement tout le monde. C'est ce qu'on comprend dans le livre, que même au niveau politique, justement, ces opérations répétées à Gaza, il y a pas mal de flottements, et que finalement, lui, il flotte à son niveau, mais il n'est pas le seul à ne pas savoir où il va, où il met les pieds. C'est une histoire en tout cas très très intime à découvrir. Un livre signé Gilad Seligtar, ça s'appelle Ça 8 aux éditions Ça et Là. Et c'est vous, Raya Davecchio, qui avez assuré cette traduction. Je vous remercie d'être venu en parler. Merci. Fin de la première partie de notre émission, merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, nous nous retrouverons après les titres des informations pour retrouver Alain Granat qui parlera livre et humour, et Olivier Delassalle, bande dessinée et identité juive. Merci pour les titres de ces informations, on en retrouve le développement un petit peu plus tard sur l'antenne. Vous écoutez Ça change tout, merci à ceux qui nous ont rejoints pour cette émission produite par le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Dans quelques minutes après la première pause musicale, c'est Alain Granat, l'auteur du livre Comment savoir si vous êtes juif. C'est aussi le patron du site Jewpop. Et puis, quelques minutes après, nous retrouverons Olivier Delassalle, auteur de bande dessinée. Il signe ces derniers jours l'Odyssée du microscopique en bande dessinée. C'est une très jolie bande dessinée sur l'identité juive. Nous l'avons interrogé sur son œuvre. שמתחילה נמוך, מנגינה שמתחילה במי במול, אבל רוצה לגדול לה במול, פמינור מחפשת למוצא, והנה היא עולה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא
תתחצף ותענה, הנה 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 עוד שנה שמתחילה לאט, עוד שנה שמתחילה היום לגדול, היום זוכרת ומחר פתאום תגיד שלום כמו חלום, ממהרת לדרכה והנה היא עולה עולה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תחצף ותענה, הנה 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 לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תחצף ותענה, הנה 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 אהבה שמתחילה עמוק, אהבה שמבטיחה להיות קרובה, שמבטיחה להיות טובה טובה, יפה יפה עד סופה, עוד קטנה בשביל גדולה, הנה היא עולה עולה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה 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 זאת הייתה המנגינה שלי, מנגינה שאהבה אותי שנה, אבל פתאום הייתה שונה, נסעה עינה, והיא אינה, והיא אינה, והיא אינה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה הנה לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה, הנה 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 לה 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 Dans la plus pure tradition du site Jupop que nous aimons beaucoup autour de toutes les façons de penser le judaïsme, sort un livre qui s'appelle « Comment savoir si vous êtes juif ». Il est signé Alain Granat et Jonathan Demaillot. Alain Granat, bonjour. Bonjour Xavier. Alors, c'est vous qui sévissez sur Jupop, évidemment avec toute votre petite équipe, et qui signez ce bouquin hilarant. C'était un peu le but. On a été contacté par un éditeur qui s'appelle Christophe Apsi, qui est le directeur de la collection humour de J'ai lu, qui avait sorti l'année dernière un livre qui s'appelait « Comment savoir si vous êtes noir ?» et qui traitait donc des communautés afro-antillaises en France. Et puis voilà, il m'a contacté en me demandant si je voulais faire Comment savoir si vous êtes juif. Donc j'ai dit oui, bien sûr. Et puis je me suis accoquiné avec un des chroniqueurs de Jupop, Jonathan Demaillot. Comme ça, on avait une paire Ashkenaz Séfarade pour couvrir tout le spectre possible et imaginable de la communauté en France, voilà. Et le livre est sorti le 1er avril. C'est pas une blague. Alors, vous reprenez tous les grands poncifs, évidemment, du judaïsme, vu de l'intérieur et vu de l'extérieur, d'ailleurs. Hein, vous reprenez un certain nombre de grandes thématiques, à commencer par Ashkenaz et Sfarad.
Bien sûr, et puis l'idée aussi, c'était de faire quelque chose. C'était ce que voulait notre éditeur, qui soit abordable aussi bien pour quelqu'un qui n'est pas juif que pour les juifs évidemment. Donc on a essayé d'éviter autant que possible, et c'est pas évident de faire ce qu'on appelle en anglais que de la private joke, donc que des choses qui soient compréhensibles pour les juifs. Alors bien sûr, on parle des Ashkénazes et des Séfarades, mais voilà, il y a des tas de thèmes qui sont abordés, qui sont aussi bien des thèmes politiques que la religion, que les vacances en Israël, que la télé, le cinéma, voilà. La famille, la nourriture, enfin vraiment, effectivement, tous les grands thèmes qu'on connaît bien dans notre communauté et qu'on aborde, effectivement, vu de l'extérieur, c'est toujours assez drôle. Alors, dans une période où les clichés antisémites, mais aussi, d'une certaine manière, un certain repli sur soi, de la communauté juive et des communautés en général, un livre comme ça fait du bien, non ? Ça donne de l'air ? C'était le but aussi, c'était un peu de démonter justement tous ces clichés, notamment les clichés sur on aborde les juifs qui sont systématiquement riches. Voilà, on a essayé en tout cas de traiter par le biais de l'humour, parce que c'est toujours dans l'esprit du site Joupop, des sujets qui sont voilà, les clichés antisémites, et essayer de faire rire sur ces clichés, parce que voilà, on considère que l'humour c'est notre meilleure arme, en tout cas sur Joupop, pour combattre tout ça, voilà. Et je pense qu'a priori, vu les réactions qu'on a pour l'instant, voilà, les gens se marrent en lisant le bouquin. Donc si le résultat est là, on est ravis. Alors vous n'avez pas hésité à faire de la provocation, d'abord par le titre, et puis même par la couverture du bouquin, qui était, moi, de mon goût, excellente, mais avec un Jésus avec une grande kippa et une Magen David bien en vue, c'est évidemment très très drôle. C'était le but aussi, voilà, on voulait une couverture qui claque un peu et puis qui soit dans l'esprit de ce qui est à l'intérieur, et Jésus, c'est quand même voilà, un des juifs les plus célèbres au monde avec Moïse, et on s'est dit que voilà, montrer Jésus avec une kippa, c'était le meilleur moyen à la fois d'avoir cet esprit un petit peu provocateur, et puis voilà, il faut savoir rire de choses qui sont un peu graves aujourd'hui. Et voilà, la couverture, elle est un peu dans l'esprit du livre. C'est aux éditions J'ai lu, ça coûte 6 €, de quoi passer un bon moment pour se marrer et partager avec des gens de bon goût, juifs et non juifs, justement, des tas de questions d'autodérision et drôles autour du monde juif. Je profite de vous avoir au téléphone, Alain Granat, pour parler 2 minutes du site Joupop, site que nous aimons, je le dis régulièrement sur cette antenne, justement parce que il aborde un judaïsme décomplexé et qu'il n'hésite pas à creuser et appuyer là où ça fait mal parfois. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, et puis on est très content parce que l'audience augmente de plus en plus, et voilà, on a régulièrement des nouveaux chroniqueurs qui arrivent avec des sujets qui sont très très drôles, parfois qui sont un peu pas forcément drôles, mais qui sont en phase avec l'actualité, qui est pas toujours malheureusement très 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 marrante du côté des communautés juives. Donc voilà, ça continue, et ça continue plus belle. Votre actualité au quotidien, c'est le site joupop.com, et puis le nouveau bouquin qui vient de sortir, donc, que vous co-signez avec Jonathan Demaillot et vous, Alain Granat. Comment savoir si vous êtes juif? C'est aux éditions J'ai lu. Merci en tout cas pour ce bon moment que vous nous proposez avec ce livre. Merci Alain. Merci Xavier. À bientôt. À bientôt. Ça change tout, 18h30, 19h30. I waited till I saw the sun. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I
don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. You'll be on my mind forever. I would cross the angry sea, die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. My heart is drenched in wine. You'll be on my mind forever. Something has to make you run. Don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. La boîte à bulles, l'éditeur sort une très jolie et très touchante bande dessinée, ça s'appelle L'Odyssée du microscopique. Pour en parler, son co-auteur Olivier Delassalle, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez signé le scénario, mis en image de façon très fine et poétique par Léandre Ackerman. De quoi parle l'Odyssée du microscopique ? Ça parle d'un changement de regard sur le monde. C'est l'histoire d'un personnage qui se réveille un matin et qui jusque-là avait été assez pris dans ses problèmes et dans sa vie, et qui d'un coup se sent un peu libéré. Et pour lui, ça lui pose un problème. Il est tout d'un coup comme un enfant qui vient de naître et qui découvre un monde totalement nouveau. Comme s'il était finalement libéré d'une mue trop lourde. Cet Elias se lève un matin en se disant finalement je me sens heureux, quoi, je me sens léger. Exactement. Et quand on perd la mule, juste après, il y a une phase où il y a une hypersensibilité et une espèce de fragilité qui fait qu'on progresse dans le monde un peu avec difficulté. Il travaille dans un journal, il est journaliste, et puis ce matin-là, il voit le monde plus beau, plus léger, et surtout, il s'attaque, d'où le titre, aux tous les petits détails de la vie. Exactement, il est chroniqueur judiciaire, et le fait de son ancien moi qui était beaucoup à voir ce qui était négatif dans le monde et à râler et à essayer de se débattre avec ce qui n'allait pas, tout d'un coup ça lui pose un gros problème. Parce que faire quand
quand soudain le monde paraît beaucoup plus léger et beaucoup plus simple. Hein. Et puis Olivier de la Salle, dans l'histoire que vous écrivez, ce scénario, ça laisse du coup de la place pour s'intéresser aux autres et notamment à cette jeune femme qu'il va rencontrer. Qui va rencontrer la terrasse d'un café, parce que à nouveau quand le monde est un peu différent, on se rend compte qu'il y a des choses qui étaient très très simples à côté de nous, qui tout d'un coup prennent un sens un peu différent. Et il a une forme de disponibilité qu'il n'avait peut-être pas forcément avant. Et donc du coup, il va nouer des contacts et des liens avec des gens avec qui il n'aurait pas forcément parlé. Et oui, il rencontre un personnage qui va devenir sa compagne et qui a un projet un peu particulier. Oui. Sabrina, qui est sage-femme, aussi à un moment un peu clé de sa vie, en se posant des questions sur qu'est-ce qu'elle va faire en fait, à ce moment un peu charnière, a très envie de devenir femme rabbin. Exactement, rabbin. Pourquoi? Elle était là. Et pourquoi? Parce que elle aussi, elle a été prise dans un parcours de vie très rapide. C'était quelqu'un qui était assez brillant, qui a fait des études. Tout s'est enchaîné très rapidement et elle se retrouve à cet âge à la frontière entre la vingtaine et la trentaine où on réévalue ses choix et on se dit bon, est-ce que j'ai fait le bon parcours? Est-ce que il n'y avait pas une autre envie ou un autre désir que j'ai pas forcément le temps d'explorer ou que j'ai pas forcément eu l'audace d'explorer et qui est peut-être et que c'est peut-être le moment de justement d'aller voir un peu ce qui se passe de ce côté-là. Et là, Olivier Lassalle, je vous pose la question en tant que scénariste, qu'est-ce qui fait quand vous écrivez une histoire comme celle-là, qui vous donne envie de parler, d'avoir un personnage qui a envie de devenir femme rabbin? Je pense que c'est un thème qui est peu exploré et ça donne envie d'aller voir en tant que scénariste, en tant que raconteur d'histoire, d'aller un peu gratter là où le terrain est encore inexploré. Et je pense que c'est un thème qui est intéressant. Le thème qui m'intéressait à la base, c'était de voir comment ça se passe dans un couple quand il y a un des deux qui décide comme ça de changer de vie et de prendre un métier qui est un métier qui est pas forcément très très banal. Et il se trouve que dans ce couple-là, c'est la femme qui fait ce choix. Vous avez un rapport particulier au judaïsme ou à Israël, puisqu'après ce jeune couple va en Israël pour rencontrer quelqu'un pour justement le questionner sur l'avenir? Oui, Sabrina va rencontrer son grand-père. Oui, j'ai un rapport assez proche avec Israël. J'essaie d'aller assez souvent. Je dois reconnaître qu'entre Israël et moi, il y a quelque chose qui s'appelle 4-5 heures d'avion. Et c'est pas forcément ma grande tasse de thé. Donc j'y vais pas aussi souvent que j'aimerais, mais oui, c'est un pays qui m'est très cher. Alors, votre dessinatrice, celle avec qui vous co-signez ce très bel album qui s'appelle L'Odyssée du microscopique, Leandre Ackerman, a été elle aussi, puisqu'elle a publié des dessins qu'elle avait fait en Israël il y a quelque temps. Oui, en fait, on avait quand on a vu que dans l'histoire, la manière dont l'histoire grandissait, il y allait avoir une séquence qui allait durer, je pense que quelque chose comme un quart à peu près de l'album en Israël. On s'est dit que ça serait intéressant d'aller sur place pour faire des repérages, pour s'imprégner des lieux et de l'atmosphère. Et donc on est parti en sac à dos. On a fait un tour du pays pendant 3 semaines. Et elle ensuite est restée 2 mois de plus pour travailler les décors sur place. Et ensuite elle a publié ses carnets de voyage dans la presse suisse francophone. Et elle a fait une exposition également dans le musée d'histoire du genre. Comment est-ce que le scénariste et la dessinatrice ont travaillé ensemble? Beaucoup par Internet. Énormément par Internet. Oui, elle est en Suisse, vous êtes à Paris, et donc il y a quand même une certaine distance qui complique les choses. C'est vrai, mais Internet fait qu'en fait les distances sont totalement abolies et on a passé énormément de temps à discuter des personnages, du scénario, des scènes. On a travaillé le découpage en s'envoyant les versions scannées et au final c'est comme si elle était en bas de la rue. Il y a une part évidemment d'autobiographie dans cet album? Pas tant que ça. Peut-être parce que justement les personnages sont à l'âge que j'ai et ils se posent un peu les mêmes questions, mais je pense que dans les situations, c'est vraiment une situation
extérieure que j'avais envie d'explorer, un peu de disséquer sur le papier. Un album en tout cas tout en finesse, avec un fort sentiment positif. Voilà, on en ressort avec un sourire et une certaine légèreté. Un album vraiment que je recommande. Ça s'appelle l'Odyssée du microscopique. C'est donc la boîte à bulles, l'éditeur. Et c'est vous, Olivier Delassalle, qui le signez avec Léandre Ackermann. Merci en tout cas. Merci à vous. If I were a rich man, all day long I'd biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. If I were a bitty rich, diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There could be one long staircase just going up and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for sure. If I were a rich man, all day long I'd biddy bum. If I were a wealthy man, matchmaker, look through your book and make me a perfect match. Matchmaker, or in the veil, you bring the groom, slender and pale. Bring me a ring, for I'm longing to be the envy of all I see. From honor, make him a star, for power, make him rich as a king. For me, well, I wouldn't holler if he were as handsome as anything. But matchmaker, plan me no plans. I'm in no rush, maybe I've learned. Playing with matches, a girl can get burned. So bring me no ring, groom me no groom, find me no find, catch me no catch, unless he's a matchless match. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, merci à Marie qui a mis en onde ce programme, c'est Christine Bartoli qui s'occupe de nos réseaux sociaux si vous souhaitez retrouver les références de nos invités, des pauses musicales, mais également vous pourrez réécouter cette émission, la podcaster, bref, rendez-vous sur la page Facebook Ça Change Tout ou sur la chaîne YouTube Ça Change Tout, une chaîne que nous avons créée pour vous. Xavier Nataf vous salue bien bas et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.